Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Voilà, donc on vous laisse vous installer tranquillement pour cette conférence qui porte sur les études de droit, dont on aimerait voir une image présentant à la fois le sujet et les participants et qui n'apparaît pas à l'écran, qui est désespérément noir. Bon. Ah, les études de droit, quels sont les attendus des universités? Alors j'espère que vous ne vous êtes pas trompé de sujet. Nous allons finalement explorer un domaine d'études longues, on va dire d'études aussi exigeantes, et aussi un domaine qui s'est inscrit dans l'histoire des universités depuis le Moyen-Âge, au moins, voilà. Et l'histoire du droit pourrait nous faire remonter même jusqu'à l'Antiquité. Voilà. Et ce n'est pas Céline Combette qui me démentira, qui est professeur, maître de conférence, mais qui professe à l'université Panthéon-Assas, dit Paris 2, voilà, une université bien connue qui est spécialiste du droit. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la plupart des étudiants sont issus de cette filière-là. De droit, en effectif. En effectif. Alors, bien sûr, il y a aussi l'économie, il y a aussi la communication, le journalisme dans cette université prestigieuse, on va dire. Mais là, nous nous concentrons sur la composante de droit, qui est accompagnée par une étudiante, alors dont je ne sais pas quelle est sa spécialité d'ailleurs, Clémentine, alors qui va dire deux mots. Oui. Bonjour, donc je m'appelle Clémentine, je suis étudiante en 3e année de licence droit privé, donc à l'université Paris-Panthéon-Assas. Voilà, donc on découvre là, à l'instant, aussi un domaine qui est le droit privé. Nathalie, alors Nathalie, toi, eh bien, tu représentes le droit public et une autre université, et dans cette présentation-là, comme ça, déjà, vous voilà introduit aux différents domaines du droit. Fonctionne ? Oui. Bonjour, enchantée. Je suis Nathalie Marcon. Je suis donc maître de conférence en droit public à l'UPEC, c'est-à-dire Paris-Est Créteil. Et puis David, qui est aussi enseignant en droit et qui représente une autre université. Vous voyez, voilà, l'Île-de-France nous offre beaucoup d'occasions de pouvoir s'inscrire en droit, puisqu'il y a 11 universités qui proposent des cursus de droit. Alors, donc David. Oui, bonjour à tous, David Lemberguez, je suis maître de conférence à l'université Paris 8, c'est-à-dire à Saint-Denis. Voilà, je vais pouvoir vous donner peut-être quelques mots sur la casquette droit privé. Voilà, droit privé, droit public. Alors évidemment, c'est les questions des domaines de droit. Si on est passionné par le droit, parfois c'est parce qu'on a été intéressé par des séries télévisées qui parlent plutôt de droit pénal. Et on doit découvrir que le droit, voilà, ça n'est pas seulement la question du droit pénal. Et je ne sais pas si Clémentine, qui est ici, quand elle s'est inscrite en droit, savait finalement si bien ce à quoi elle allait s'attendre comme contenu. Pas forcément. J'avoue, quand je suis arrivée, je connaissais même pas la différence entre droit privé et droit public. Les L3, ils en parlaient. Moi, je savais même pas ce que c'était. Comme beaucoup ici, je pense, je suis arrivée, je veux faire du droit pénal, je veux être magistrate ou avocat, comme plein d'élèves. Mais
Non, je ne savais pas forcément trop à quoi m'attendre. C'est vrai que c'est différent. Voilà. Alors donc, un premier point est de bien s'entendre ensemble sur ce que sont les domaines de droit, ce que sont les exercices qui sont proposés, les compétences qui sont attendues. D'ailleurs, c'est le titre de cette conférence, les attendus, d'ailleurs, qui est une notion finalement de droit. Hein, attendu que... donc, nous sommes là, on va dire, dans une notion de condition. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Nathalie, tu dis oui? Non, je plaisantais. Bon, l'attendu, c'est-à-dire, c'est une formulation de jurisprudence, hein, c'est-à-dire de décision de justice. On attendu que c'est la formule utilisée par les juges pour commencer à expliquer pourquoi ils vont prendre telle décision. Voilà. Et a priori, dans ma matière, qui est le droit public, alors pour vous, je vous explique, c'est le droit de l'État, avec des juridictions particulières, le Conseil d'État, par exemple, on n'utilise plus d'attendu, par exemple. On le fait, il n'y a plus de rédaction, on a considéré que c'était peu compréhensible par les administrés non juristes. Voilà, alors donc, en tous les cas, ce terme est utilisé, attendus nationaux, attendus locaux. Donc, c'est des compétences générales qui sont demandées pour un domaine. Et puis aussi, il peut arriver qu'il y ait des compétences complémentaires et spécifiques qui sont demandées par telle ou telle université, chaque université étant autonome et ayant des propositions différentes. Et là, nous allons justement, à titre d'illustration, vous montrer quelques exemples. Alors, vous pourrez télécharger sur le site du CIO des enseignements supérieurs en Sorbonne, simplement en indiquant sur Internet CIO des enseignements supérieurs, la fiche de droit, fiche info-licence de droit, qui vous permettra de manière très, très synthétique d'avoir toute l'offre en Île-de-France, donc dans ces 11 universités, qui vous proposent différents cursus de droit, licence classique, collège de droit, et aussi des licences sélectives, par exemple en droit européen, ou bien des licences classiques comme celle que pourra nous présenter David. Bon, alors donc, notion d'attendu, on en a dit un mot, on pourrait dire de prérequis aussi, on pourrait dire de compétences attendues. C'est d'ailleurs comme cela que c'est la formulation que vous allez retrouver sur les fiches Parcoursup, hein, compétences, voilà. Donc, ça veut dire que ça renvoie à une notion de profil. Et donc, des compétences académiques, c'est les notes scolaires, on va dire, les appréciations des élèves, on va y venir dans un instant. Mais aussi des qualités personnelles, parce qu'au fond, si à ces études exigeantes, on dit qu'il faut être rigoureux, eh bien, ça, c'est un premier point. Il faudrait savoir en quoi la rigueur s'exprime en droit. Parce que ce matin, moi, j'ai animé la conférence sur les écoles d'ingénieurs. Eh bien, on peut dire qu'aussi, c'est des études scientifiques qui demandent une rigueur, mais elle n'est pas tout à fait de la même qualité, je veux dire, la même nature que des études de droit. Et puis, donc, des qualités personnelles, ça veut dire une organisation du travail spécifique, aussi des valeurs, parce qu'on ne fait pas du droit par hasard. Hein, c'est qu'on est tenu par une éthique, par peut-être un besoin de justice, enfin différents éléments qui vont guider une motivation. Et puis donc des intérêts personnels. On a dit le droit public, le droit, par exemple, administratif, le droit privé, le droit des affaires que David représente ici, ou bien l'histoire du droit. Eh bien, c'est des domaines particuliers d'intérêt. Et puis, donc, je disais les valeurs. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous allons essayer de balayer pour éclairer votre jugement. Alors, moi, je suis Annick Soubaï, je suis la directrice du CO des enseignements supérieurs en Sorbonne. Voilà. Et je vais essayer de vous aider à construire un choix qu'on appelle éclairé. Donc, éclairé, ça veut dire en fonction d'une réflexion que nous allons essayer de porter. Alors, donc, on disait des études exigeantes. Alors, en quoi David, par exemple. Donc, licence classique, qu'est-ce que seraient des études exigeantes en droit? Et donc, avec cette question de la rigueur. Alors,
Les études en droit sont exigeantes parce que déjà, tout simplement, elles vous demandent beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail chez vous. C'est l'un des points d'entrée dont il faut avoir conscience. Quand vous lancez dans des études de droit, vous savez que vous allez avoir besoin d'une organisation personnelle qui vous laisse la possibilité de travailler par vous-même. Et c'est en ça que c'est exigeant. C'est exigeant sur 2 points. C'est exigeant parce que ça vous demande une organisation personnelle. Il faut être honnête sur une chose par rapport à l'université, c'est que vous n'êtes pas materné, vous n'êtes pas suraccompagné. Nous sommes là pour vous, nous sommes disponibles dans la mesure du possible, mais contrairement à peut-être d'autres cursus privés où vous payez peut-être beaucoup plus cher un accompagnement extrêmement personnalisé, à l'université, il faut que vous ayez cette autonomie. On ne sera pas là derrière vous pour vérifier que vous travaillez tout le temps, que vous ne travaillez pas, que vous avez bien suivi les attentes, les choses qu'on vous demande. Donc il y a cette exigence qui est d'abord en termes d'organisation personnelle, et c'est ensuite une exigence intellectuelle. Le droit, comme ça a été dit, vous en avez encore une vision probablement de celle que vous pouvez voir à la télé qui est très éloignée de la réalité. Et le droit, c'est un langage, d'abord un langage qu'il faut apprendre à acquérir. Et il faut avoir la patience, l'humilité de comprendre qu'on ne l'acquiert pas tout de suite. Ça demande du travail, ça demande du temps. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est qu'acquérir ce langage, c'est aussi une formidable source de curiosité intellectuelle, de choses, de mécanismes, de choses qui sont très stimulantes intellectuellement. Et pour ça, encore une fois, c'est exigeant dans le sens où il faut accepter que quand vous allez avoir un cours de droit, quand vous allez faire vos premiers exercices de droit, vous n'allez pas, peut-être certains d'entre vous, et je vous le souhaite, tout comprendre du premier coup, mais ce n'est pas la norme. Moi-même, quand j'étais étudiant, j'ai rien compris du premier coup, je m'y suis mis à plusieurs fois, et finalement, je m'en sors pas si mal que ça, puisque je suis aujourd'hui enseignant en droit. Mais voilà, donc pour moi, l'exigence, c'est ces 2 points. Exigence dans l'organisation et exigence intellectuelle. Alors, donc Nathalie, toi, tu vas compléter le propos de David en voyant peut-être aussi dans ta matière comment s'exprime cette exigence. Alors, donc, David a dit, bien sûr, l'autonomie, le travail personnel. Mais alors, peut-être, si tu veux voir quelques exercices, peut-être. Alors, bien évidemment, je repars du départ parce que il y a en France des différents tribunaux et des différentes matières. Donc, on parle de droit privé qui concerne les particuliers, comme le divorce, le commerce, voilà. Le droit public qui concerne le droit de l'État. Si vous êtes un élève, un fonctionnaire, vous relevez du droit de l'État. Voilà, un lycéen relève du droit de l'État parce que vous êtes dans un lycée public, ou privé d'ailleurs. Bon, donc, et l'histoire du droit qui vous permet d'avoir une culture générale sur d'où viennent les normes, d'où vient le droit. Je me trompe pas, voilà. Et a priori, en licence, on a quand même tous les mêmes exigences, quelles que soient les matières. On vous demande d'avoir une autonomie personnelle dans le travail, mais aussi des certaines qualités et d'écriture. Et il faut quand même admettre que le droit est une matière qui présente des qualités orales et écrite assez importante au sens où on est là pour vous apprendre, pour vous aider. Donc on ne vous demande pas d'être immédiatement prêt à faire une plaidoirie devant un juge. Néanmoins, il faut que vous vous sentiez à peu près à l'aise avec l'écriture, avoir envie de cet élément-là, parce que si vous détestez lire, si vous détestez écrire, le droit n'est peut-être pas immédiatement fait pour vous. Voilà, donc là, tu vois d'ailleurs dans les attendus nationaux comment le candidat doit mobiliser des compétences d'expression écrite, après on dira orale, également, qui témoignent de qualités qu'on dit rédactionnelles. Alors ça, c'est un point, Clémentine. Alors vous, est-ce que vous étiez bonne, comme on dit entre guillemets, vous aviez des matières fortes qui vous permettaient de savoir, parce que finalement on peut se demander, mais comment je sais que je sais écrire ? Comment je sais que j'ai des qualités rédactionnelles ? Et est-ce que vous en aviez, Clémentine, quand vous avez postulé pour le droit ? Est-ce que vous vous êtes même posé la question ? Je pense plutôt quand même.
Oui. Mais qu'est-ce qui faisait que qu'est-ce qui fait que vous avez su que vous aviez ces compétences? Notamment dans tout ce qui est les matières histoire, géographie, et notamment, je pense, beaucoup d'entre vous qui avez pris HGGSP. Moi, je trouve que c'est vraiment une matière qui prépare plutôt bien au droit parce que on a quand même 2 épreuves de rédaction à faire en 4 heures. Et vraiment, je me suis dit quand je suis arrivée en droit que c'était une réelle bonne matière qui préparait parce que, en fait, en droit, on fait que de la rédaction. Enfin, tous les TD, tous les exercices, c'est de la rédaction. Et c'est vrai que c'est une bonne matière. Pareil, SES, on rédige beaucoup. Voilà. Puis même bac de français, la disserte ou le commentaire à faire, pareil, c'est de la rédaction. Donc voilà. Voilà. Donc, Céline, toi, qu'est-ce que tu vas rajouter sur cette question rédactionnelle? Toi, ta matière, elle est rédactionnelle par excellence. Donc, voilà, par essence. Donc, il y a la question chez toi de la dissertation, notamment. Alors, la question de la dissertation, et je rajouterais, ce qui est intéressant, c'est en effet des matières comme SES ou encore HGGSP permettent de à la fois mettre par écrit notre pensée, mais également déjà de réfléchir, parce que le droit, c'est de la réflexion. Et les exercices juridiques qui vont vous être proposés renvoient tout à ces exercices de réflexion, de démonstration d'une idée ou d'un concept, etc. Donc c'est quelque chose, ces matières sont là pour vous aider à mieux cerner vos capacités à pouvoir justement enchaîner par des études en droit. Voilà. Alors, donc, on voit là dans ces 7 attendus nationaux, qu'il y a la question de la logique et du raisonnement. Alors, je disais ce matin, pour les études scientifiques d'ingénieurs, évidemment, il y a la question de l'expression de la logique et du raisonnement, mais c'est aussi parfaitement, le cas pour les études de droit. Mais comment savoir qu'on est logique et qu'on fait appel à ce type de raisonnement qui est tout à fait particulier, qui ressemble un petit peu au syllogisme en philosophie, et qui peuvent être très, très déconcertants, parce que le droit, c'est logique, mais peut-être pas au sens du bon sens. Alors, qu'est-ce que vous diriez, David, sur quelques exercices qui permettraient de bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette logique du droit qui n'est pas logique du tout pour le sens commun? Comme vous l'avez dit, c'est l'un des exercices par excellence du droit et le cas pratique. Le cas pratique, c'est vous aurez un exercice en vous disant Monsieur Untel vient vous voir, il a tel problème, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme solution? Et l'exercice juridique, c'est de faire un syllogisme qui consiste à identifier quelle est la règle de droit qui est pertinente, quelle est la loi, si vous voulez, qui va s'appliquer pour apporter une réponse. Vérifier dans un second temps, est-ce que dans la situation qu'on vous présente, les éléments sont présents pour qu'on applique la règle de droit, et pour en tirer dans un dernier temps la conclusion que la règle s'applique ou la règle ne s'applique pas, savoir que dit la règle pour savoir quelle va être la réponse à apporter à la personne qui vient vous voir. C'est là où il y a cet exercice de logique, parce qu'il y a vraiment ce syllogisme en 3 temps, mais c'est aussi un peu comprendre. Et c'est pour ça, pourquoi est-ce qu'on fait du droit? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui existe encore le droit? Pourquoi est-ce que, même si l'intelligence artificielle ratiboise tout ce qu'on veut comme dans le métier du droit, il y aura toujours besoin de juristes et des personnes physiques? C'est parce que les études de droit, on va vous apprendre non pas un tas de connaissances, ça... c'est bon, on est largement dépassé par la machine. Si ce n'était que ça, on serait tous au chômage. Ce qu'on va vous apprendre, c'est à réfléchir à quel moment on peut discuter. Est-ce qu'une règle s'applique ou est-ce qu'elle ne s'applique pas? Parce que notamment, si vous aspirez à devenir avocat, mais c'est une problématique similaire pour le juge, c'est de se dire, bon voilà, j'ai une situation, il y a une règle de droit, est-ce que je dois l'appliquer, est-ce que je ne dois pas l'appliquer? Et il y a un aspect très logique, quasi mathématique, parce qu'il va y avoir, l'un des enjeux, c'est de comprendre quand vous avez 2 lois qui existent, qui ne disent pas tout à fait la même chose et qui semblent toutes les 2 s'appliquer à une situation. En fait, quels sont les éléments, quelles sont les règles qui vont vous permettre de déterminer est-ce que j'applique plutôt une première ou une seconde loi? Et bon, c'est juste un aperçu, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment dans le raisonnement juridique quelque chose qui relève de la logique. Alors donc, est-ce que tu peux donner un exemple en droit public, par exemple, si ça te vient à l'esprit? Alors, encore une fois, en licence, on n'a pas vraiment de différenciation aussi nette, et on fait des cas pratiques exactement comme en droit privé. Alors, j'ai de la double casquette puisque je suis également avocat. Un avocat
est là pour défendre son client, hein, d'abord, et de trouver la règle qui va lui permettre de défendre son client. C'est-à-dire que non seulement vous devez identifier la règle qui s'applique, mais en plus trouver dans cette règle ce qui va vous permettre de sauver ou pas votre client. Donc, on a ici un mécanisme intellectuel qui est passionnant. Interpréter la norme, trouver la bonne loi, la bonne règle qui s'applique à un cas. C'est ça le juriste. Hein. Et mon collègue a tout à fait raison. L'intelligence artificielle existe. Vous allez être confronté à cette réalité qui est à peu près comparable à nous quand on était à votre place, c'est arrivé Internet. Enfin, moi, je suis plus vieille que mon voisin. Donc, moi, je suis arrivée à la fac, c'était les débuts d'Internet. Vous voyez, sinon, avant, on était dans les bouquins. C'était pas le même exercice d'avoir on tape sur Google et on a les réponses que d'aller à la bibliothèque d'Assas et de compulser les 4,50 m de manuel. Donc, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes comme enjeu sur l'intelligence artificielle. Et très clairement, ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui arriveront à travailler avec ça. C'est-à-dire se servir dans l'intelligence artificielle pour défendre au mieux, réfléchir plus vite, mieux rédiger. Vous voyez, il faudra apprendre à faire avec, très clairement. Et c'est les enjeux. Mais sur le plan du droit public, je pense qu'il n'y a pas de différence particulière. Voilà. Alors donc là on a vu, on a parcouru, on a cité la dissertation, on a cité le cas pratique comme exercice spécifique que vous n'avez jamais pratiqué au lycée. Il y a aussi le commentaire d'arrêt qui est une spécificité du droit. Alors, qui veut en dire quelque chose? Parce que c'est aussi assez déconcertant. Peut-être Clémentine, vous qui vous êtes frotté à ces exercices-là. Alors, le commentaire d'arrêt, est-ce que vous aimez oui, parce que troisième année, c'est ça? Elle peut? Voilà. Alors, donc, ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. Non, c'est vrai qu'on peut se dire commentaire, on en a déjà fait au lycée, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que... Et déjà, il y a toute une méthodologie d'analyse. Je trouve que l'analyse est vraiment beaucoup plus poussée. Et c'est toute une méthodologie rédactionnelle aussi qu'on n'a jamais vue. D'ailleurs, méthodologie qu'on voit en 2 parties avec... Normalement, on voit l'introduction en premier semestre de L1 et après, on commence à faire des commentaires au 2e semestre de L1. Mais oui, c'est vrai que c'est... c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est... Est-ce que vous avez réussi la première fois? Pas du tout. Vraiment, déjà la première fois, on fait ce qu'on appelle une fiche d'arrêt. C'est l'introduction. Donc en fait, on doit présenter l'arrêt dans les grandes lignes, on va dire. Je crois que j'avais dû avoir peut-être 7, 8, ce qui je trouvais déjà pas si nul que ça, vraiment. Mais oui, puis même, un de mes premiers... Aussi, j'ai déjà commencé à en faire dès le premier semestre de L1. C'était mon partiel de droit civil en L1, mais où j'avais 8 d'ailleurs aussi. Mais oui, c'est un exercice compliqué parce que c'est pas analyser un texte comme on fait en français, où on analyse un texte de Voltaire ou je sais pas quoi, mais là, c'est vraiment... un arrêt de la Cour de cassation qui explique une règle de droit par rapport à une situation et il faut trouver un plan, la décortiquer, expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça et pas autre chose. Est-ce que c'est une évolution? C'est pas facile. Bon, alors, on espère que vous êtes toujours intéressés par ce domaine et par les méthodologies qui sont proposées. Voilà, l'exercice. On ne vous voit pas sortir, donc on peut continuer. Et d'ailleurs, Céline, pour poursuivre dans la compréhension de ces exercices, il y a un MOOC dont tu as été à l'origine, duquel tu as été l'origine, et donc qui est très très conseillé pour justement se préparer à toutes ces questions et à tous les domaines. Alors, est-ce que tu peux en parler? Le droit, est-ce fait
pour moi. Est pour moi. Oui. Le droit est pour moi. Alors ce MOOC, il est divisé en plusieurs parties. Une première partie correspond aux cours qui sont dispensés pendant les années de licence, de la première année jusqu'à la troisième année. En gros, quand on regarde l'offre de formation d'une université, on se rend compte que y a des titres, par exemple droit pénal, on comprend un peu à quoi cela correspond, mais il y a des matières qui peuvent être un peu plus fermées, hermétiques, et on ne se rend pas compte véritablement à quoi ces matières peuvent renvoyer. Donc à travers ce MOOC, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné pour chaque cours une introduction avec une définition de la matière qui dure à peu près, c'est une vidéo de moins de 5 minutes, et une autre vidéo pour chaque matière également qui présente un exemple de cours qui a pu être donné en amphi. Moi, par exemple, j'interviens en histoire du droit et des institutions. En histoire du droit et des institutions, première vidéo, j'ai défini ce qu'était l'histoire du droit et des institutions. En gros, c'est la construction de l'histoire à travers la construction de l'État à travers l'histoire. Et ensuite, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai donné un exemple de cours que je donne et qui portait sur les lois fondamentales du royaume. Voilà, ça permet d'illustrer chacune des matières. Alors, ce MOOC, il a été pensé, on va dire, à partir de l'offre de formation d'Assas, mais il est duplicable pour toutes les universités, parce que je pars du principe qu'en licence, il n'y a pas beaucoup de différence entre les universités, et que vous fassiez votre licence à Assas ou dans un autre établissement, l'important c'est que vous réussissiez votre licence. Donc l'offre de formation, on l'a décortiquée pour être le plus proche possible de chaque université. Alors, un questionnaire d'auto-évaluation, ce qui est une spécificité des études de droit, qui est nécessaire pour l'inscription sur Parcoursup. Tout à l'heure, Jérôme Thériard, vous parlez des généralités d'inscription sur Parcoursup. La spécificité de cette formation de licence est qu'elle nécessite ce questionnaire. Tu veux en dire quelque chose? Oui, parce que là, c'est pour vérifier que vous avez bien réfléchi aux études en droit. Voilà. Alors, ce questionnaire, il est intéressant parce que justement, toutes les attendus que vous voyez qui sont affichés, ils ont été en quelque sorte décortiqués pour donner lieu à une question dans ce questionnaire d'auto-évaluation. Alors, chaque année, au moment où on peut rentrer ses vœux sur Parcoursup, je fais ce questionnaire d'auto-évaluation. Je suis contente parce que chaque année, il en ressort que je peux faire des études en droit. Donc, je me dis, waouh, je suis pas tombée à côté. Là, je crois qu'il faudra que je m'arrête. Ça sera, voilà. Donc, je vous invite, alors déjà à le faire, ça c'est une obligation si vous faites des vœux en droit, bien évidemment, mais à le faire sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est seul, non accompagné de vos parents, et de vous poser pendant un temps pour pouvoir répondre à ce questionnaire d'auto-évaluation. Les questions ne sont pas du tout liées au droit. C'est vraiment des questions de culture générale, d'apprentissage de l'anglais. Est-ce que mon niveau en anglais est suffisant pour faire des études en droit, ou encore des études de réflexion. Alors, quand je fais ma présentation sur les études en droit lors des JPO et autres, je fais une capture d'écran en général d'un questionnaire qui a eu lieu 3 ou 4 ans avant la présentation que je donne, et les étudiants se rendent compte, enfin ceux qui veulent justement devenir étudiants en droit se rendent compte qu'en effet, c'est un questionnaire qui revient vraiment sur les attendus tels qu'ils ont été posés. C'est des questions de rédaction, ce sont des questions de culture générale, etc. Donc faites-le sérieusement et faites-le seul. Et le questionnaire, pardonne-moi Annick, n'est absolument pas, on sait juste que vous avez réalisé ce questionnaire, mais nous n'avons pas les résultats que vous avez obtenus à ce questionnaire. Donc ce n'est pas sélectif. Voilà ce qui est important d'avoir en tête. Est-ce que à ce point de notre exposé, voilà, je vois quelqu'un qui a une question, c'était exactement une bonne articulation. Eh bien, il est sur Parcoursup. Alors, il est sur Parcoursup, mais ça va vous donner un lien qui vous permettra d'aller sur un site qui est dédié justement purement et simplement à ce questionnaire. Et à la fin de ce questionnaire, on dira, vous avez obtenu 23 ou 24 bonnes réponses sur les 25 qui vous sont posées. Et puis vous aurez le lien en téléchargement si vous téléchargez la fiche info licence droit auquel on se réfère là pour conduire. Il est obligatoire. Ah oui, c'est pas du tout facultatif. Hein. Alors donc là, une question très pratique effectivement. Il nous reste peut-être à attirer votre attention maintenant qu'on a vu de manière générale un petit peu les compétences à travers les exercices, à travers aussi les intérêts que vous pouvez porter à différentes matières qui sont proposées en droit.
la question des types de licences, parce qu'il y en a plusieurs. On disait 11 universités qui proposent des cursus de droit en Île-de-France. C'est un grand choix, mais ce grand choix, il est encore plus grand et vous aurez l'embarras du choix, parce qu'il y a les licences classiques, il y a les collèges de droit, il y a les doubles licences, il y a les licences spécifiques avec une ouverture internationale comme celle que dirige Nathalie. Donc, on va attirer maintenant votre attention sur ces particularités qui peuvent aussi intéresser ce choix éclairé. Alors donc, David, vous peut-être dites quelque chose sur la licence qu'on va dire classique qui est présentée, je dirais, dans tous les cursus, enfin dans toutes les universités. Licence classique, qu'est-ce que ça veut dire ? Un mot sur la licence classique, et j'avais oublié, mais nous avons aussi une particularité à Paris 8 que je vais pouvoir vous présenter. Mais... Oui, vous le direz à la suite. Donc, la licence classique, c'est un peu tout ce qu'on a essayé de commencer à vous présenter, à savoir le fait que, en particulier dans les 2 premières années, vous allez balayer de manière assez large. Donc, vous aurez compris à la fois de l'histoire du droit public, du droit privé, et vous avez le temps de vous décider. C'est-à-dire que vous avez le temps de vous familiariser aux différents enseignements. Comme ça a été également dit, globalement, dans toutes les facs, vous avez les mêmes matières. Alors parfois, il y a une matière que vous allez faire en L2 dans une fac et en L3 dans une autre, mais toutes les matières fondamentales les plus importantes existent dans toutes les universités, dans toutes les licences. Donc ça ne doit pas être un point qui vous inquiète particulièrement dans le choix de l'université. Comme ça a été également dit, donc le programme est à peu près le même. Et pour tout vous dire, si vous avez déjà le souci, si vous avez déjà entendu, c'est que après avoir passé la sélection de Parcoursup, vous allez être confronté à moyen terme aussi à la question des masters. Et dans la question des masters, ce qui compte le plus, c'est que vous ayez avant tout des très bonnes notes, c'est-à-dire que vous travaillez bien, et vous aurez des très bonnes notes et vous travaillerez bien si vous avez le goût pour le droit. Si c'est un enfer pour vous, peut-être que vous pouvez y arriver, mais globalement, vous n'y arriverez pas. Donc voilà quelques mots sur l'ensemble. À Paris 8, on a une particularité, c'est qu'on est en partenariat avec le lycée Bouloche pour en fait, les classes préparatoires, ce qu'on appelle les classes prépa D1. C'est pour des étudiants en droit. Quand vous faites ce choix-là, vous êtes inscrit en tant qu'étudiant en droit dans le parcours classique, mais en plus de cette inscription classique, vous êtes en classe préparatoire. De mémoire, c'est une quinzaine d'heures par semaine, en plus des heures que vous avez à l'université. Et cette classe préparatoire, c'est pour vous préparer au concours d'entrée à l'ENS, donc l'école normale supérieure, sur le parcours droit et économie. Ça signifie que vous avez, donc sur cette quinzaine d'heures en plus, un peu plus de droit privé, de droit public et des cours d'économie. Ça, c'est sur les quelques enseignements que vous aurez en plus. Et surtout, c'est que vous avez des entraînements aux épreuves spécifiques du concours. Du concours d'entrée à... qui est évidemment une formation sélective. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est l'idée d'un parcours renforcé qui vous prépare à ce concours. Mais l'intérêt, c'est que comme vous êtes par ailleurs aussi inscrit de manière tout à fait classique, si vous avez le concours, c'est merveilleux pour vous, vous partez à l'ENS. Mais si vous ne l'avez pas, ça vous a fait une formation... encore plus renforcé, et ça ne vous empêche absolument pas de finir et de continuer votre parcours en classique dans les universités de droit. Alors voilà, une autre proposition qui est celle de l'université de Créteil, qui est intéressante parce qu'elle a tout un volet européen, c'est aussi une formation sélective. Alors, oui. Alors d'abord, l'UPEC a aussi une formation Bouloche, hein. Enfin, nous, les juristes, on adore les acronymes. Hein. Donc, on est un peu comme l'armée. Donc, on a tendance à réduire. Et donc, il faut que vous fassiez bien attention. Sur l'Île-de-France, chaque université a beaucoup de propositions. Il y a des licences générales, donc non sélectives, la licence en droit. Et vous avez les licences spécifiques, c'est-à-dire celles qui sont sélectives. Alors, celle du Collège de droit pour Paris 2 Assas, mais encore les doubles diplômes, droit histoire, droit philosophie, etc. etc. Sur l'UPEC, vous avez plusieurs licences sélectives, donc celle que je dirige, qui est une licence de droit européen, qui s'appelle la licence sélective Jean Monnet, et qui vous donne donc des cours supplémentaires en droit de l'Union européenne et 2 langues obligatoires.
elle est jumelée avec un DU. Alors, les DU sont les diplômes universitaires. C'est-à-dire que pendant que vous faites votre licence, vous passez également un deuxième diplôme, qui est donc un DU, en English Skills. Donc, vous allez travailler les méthodes rédactionnelles propres à l'anglais juridique. Partir à l'étranger. Enfin, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, hein, mais moi, mes étudiants partent généralement en mobilité internationale en L3, S6, c'est-à-dire le deuxième semestre de la troisième année. Et ça peut vous permettre d'abord de donner une couleur internationale à vos études de droit, ou pas, ou de vous faire découvrir d'autres pays et de réintégrer des études classiques en M1 et M2. Il n'y a pas de prédestination. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une licence de droit international, puis après faire notaire. Rien n'est figé, hein, vraiment. C'est libre, mais c'est vraiment un moyen de faire du droit autrement et de partir, ce qui est plutôt une bonne idée. Alors donc là, vous voyez, il y a une notion qu'on vient d'aborder de façon implicite, c'est les attendus locaux. Chaque université, et vous retrouvez toute l'offre dans cette fiche synthétique dont je vous ai parlé, la fiche info-licence. Chaque université a finalement ses propositions intéressantes et aussi ses modes de recrutement intéressants. Alors, collège... Juste, ah oui, tu veux ajouter? Juste une chose, par exemple, pour vous donner un exemple précis, sur cette licence, comme il y a 2 langues obligatoires, je sélectionne avec le comité de sélection sur les notes littéraires, AGGSP si vous l'avez pris, et Histoire et Économie si vous l'avez pris, mais aussi, et ça c'est obligatoire, sur les 2 langues que vous avez, langue 1 et langue 2. Donc, par exemple, si vous faites une licence sélective de droit européen ou de droit international, vous devez avoir des bonnes notes en anglais et en LV2. Vous voyez, si vous avez 3 en anglais, ça ne marche pas. Donc, il faut que vous adaptiez vos choix à votre profil. Hein. Alors, donc, c'était toute la question justement des profils différenciés. Et vous avez entendu parler des collèges de droit. Alors, l'université Panthéon-Assas en propose. Qu'est-ce que c'est que cette idée de collège de droit? Alors, c'est un parcours dit renforcé. C'est pour des étudiants qui... alors, en général, je vais partir directement du portrait type de l'étudiant qui est accepté dans le collège de droit. C'est un étudiant qui va obtenir le baccalauréat avec la mention très bien et auquel on va dispenser le parcours classique en droit et adjoindre un certain nombre de cours supplémentaires qui sont dits des cours d'ouverture pour renforcer justement un peu sa culture générale ou encore sa culture juridique, économique, politique, etc. Donc cet étudiant est d'abord sélectionné sur Parcoursup, puis ensuite il est soumis à un test. Ce test a lieu, je crois, au mois de juin ou quelque chose comme ça, et éventuellement à un entretien. C'est un parcours qui est de plus en plus sélectif, puisque au tout départ, je crois qu'il y avait à peu près une centaine de places qui étaient dédiées au collège de droit, et je crois que cette année, on tombe à peu près 80 places pour le collège de droit. Donc ce sont des parcours sélectifs, car très exigeants. Vous avez le parcours classique à réaliser, mais également des heures supplémentaires dans des domaines très particuliers, par exemple relations internationales, ou encore on va vous apprendre également ce qu'est un arrêt de cour de cassation. Enfin voilà, c'est des dispositions qui permettent justement de renforcer ses compétences en droit, mais également ses compétences dans d'autres domaines. Alors voilà, vous avez un échantillon, mais si Paris 1 était, Panthéon-Sorbonne était là, on vous parlerait des doubles licences, notamment des licences avec des langues, droit et langue. Tu disais tout à l'heure droit et philosophie. Si nos amis de Nanterre étaient là, ils ont aussi des propositions dans ce sens. Donc n'hésitez pas à regarder les nombreux parcours qui sont offerts. Alors, quelles sont vos questions? Oui. Annick, j'ai juste une petite chose qui est très spécifique à l'année dernière. Alors, le droit en Ile-de-France est dit en tension, parce qu'on ne l'a pas abordé. Oui. Et moi, l'année dernière, j'ai eu le double de candidatures pour la filière Jean Monnet par rapport à l'année d'avant. Et vraiment, il faut que vous réfléchissiez à la stratégie de vœux. Parce que si vous faites tous les mêmes vœux,
et que vous diversiez pas, par exemple, il faut des filières sélectives, des filières non sélectives, licence de droit général à proximité, dans le centre de Paris, pas dans le centre de Paris, etc., vous allez vous retrouver en procédure complémentaire. Vraiment, l'année dernière, il y a eu un afflux d'étudiants. C'est pour ça que j'insiste. Oui, c'est vrai, Parce tu as que raison. moi, je suis sur Parcoursup depuis le départ. C'est la première année où j'ai eu des dossiers exceptionnels en complémentaire que je n'ai pas pu prendre en procédure complémentaire par faute de place. Voilà. Donc, oui, tu as raison, Nathalie. Donc, c'est vrai que c'est des études très intéressantes, des études aussi pour des fonctions qui sont considérées socialement comme parfois prestigieuses. Voilà. Donc, il y a une tension, bien que nous ayons en Île-de-France le nombre de places le plus important, considéré par rapport à toute la France entière. Il est très important de diversifier ses vœux pour être certain ou certaine d'avoir une place. Notamment la fac locale. Oui, notamment, évidemment, oui, tu as raison, notamment l'université de proximité, comme on dirait, l'université locale, qui a toute sa valeur, étant, voilà, puisque nous parlons d'études de droit que nous avons dit exigeantes partout. Alors maintenant, est-ce que vous avez, après cet exposé, qui s'est centré sur les compétences et qui vous a présenté quelques spécificités de parcours, est-ce que vous avez quelques questions ? Alors, n'hésitez pas parce qu'on ne vous voit pas, étant donné que nous sommes... oui, là je vous vois, mais s'il y a d'autres personnes, et je compte un peu sur les hôtesses peut-être pour nous aider à voir les questions, parce que nous sommes aveuglés par les projecteurs. Merci. Je serais intéressé pour savoir quels sont, vous, les critères que vous avez en tant qu'université pour faire la différence entre deux dossiers de Parcoursup. Les notes. Les notes, oui. Pas que. Alors, après, on rentre dans les spécificités. Hein. Oui. Parce que, par exemple, une licence sélective, moi, je demande... vous pouvez avoir des... Alors, Céline en parlait tout à l'heure. Par exemple, au collège de Paris 2, il y a des examens complémentaires et des entretiens. Donc, on fait la différence comme ça. Moi, je demande obligatoirement des lettres de motivation en français et en anglais. Donc, ça permet de faire la différence. On commence par les notes et puis après, on distingue avec les caractéristiques particulières de la licence, de la Alors, filière. David, etc. vous, qu'est-ce que vous en savez de votre université Alors, moi, j'ai pas encore une année de sélection, mais c'est d'abord sur les notes et sur les notes en particulier, comme ça a été dit, sur les matières littéraires, histoire, etc., qui sont un peu la seule manière l'une des manières qu'on a un peu de voir les profils. Oui. Et alors vous ne choisissez pas particulièrement quelques notes que ce soit, mais l'ensemble du dossier, en fait. Alors, on regarde en effet les notes de première et les notes de terminale du premier semestre, puisque c'est les seules que nous avons à notre disposition. Mais après, à l'intérieur, on peut également identifier certaines matières qui sont, et David l'a parfaitement indiqué, c'est-à-dire des matières qui nous semblent permettre d'avoir acquis des compétences nécessaires et qui peuvent être mobilisées à titre du droit. La rédaction, et on le dit et on le redit depuis le départ, l'un des points importants pour nous, donc les notes de français notamment, vont avoir une importance assez marquée. Très important, les notes de français, hein, parce que c'est la seule note du bac qu'on a en notre possession sur Parcoursup. C'est la seule. Alors, de toute façon, je ne sais pas ce qu'a exposé Jérôme Teilhard tout à l'heure pour vous parler de Parcoursup, si vous étiez là à assister à sa conférence, mais le principe même de Parcoursup est un principe de classement. Et le classement, il s'effectue en fonction des notes des candidats, qui est le seul moyen, d'ailleurs, de classer des dossiers du premier jusqu'au dernier. Alors, vous, est-ce que vous aviez... Oui, non, mais je veux dire que il faut dire d'ailleurs, si vous aviez en tête l'image que j'avais mise première sur le profil, évidemment, le niveau académique est très important dans un recrutement, que ça soit d'ailleurs en droit ou dans n'importe quelle matière.
Même si tu dis que là, c'est aussi ce qu'on disait, les notions d'attendu dans des registres différents, de motivation, sont aussi prises en compte, notamment pour les filières sélectives. Quand il y a un tel nombre de candidats, il est certain que les notes sont très importantes. Alors, Clémentine, est-ce que vous étiez une bonne élève? Vous croyez qu'elle va dire non? Non, mais après tout, il y a la question de la subjectivité qui peut se poser, et puis la question aussi de la différence de niveau, disons-le, entre établissements scolaires, qui est sous-jacente à votre question. Alors, donc, est-ce que vous étiez une bonne élève? Je pense oui. Oui, mais alors bon, c'est combien en fait, puisqu'il y a une question de notes. Moi, je suis trop indiscrète, je sais. J'avais 16 de moyenne générale en terminale. Oui. Alors, mes notes de français n'étaient peut-être pas les meilleures. J'avais eu 12 à l'écrit et 13 à l'oral au bac de français. Après, dans mes spécialités, j'avais quoi? J'avais peut-être 16 en SES, j'avais 13 en AGGSP. Et après, j'avais des bonnes notes dans les langues. Je faisais anglais, j'avais 18. J'étais en section européenne anglais aussi. Et je faisais allemand LV2, j'avais pareil 18. Donc, voilà. Alors peut-être que tout le monde n'a pas ce profil-là, et ça n'est pas rédhibitoire, David. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que évidemment on est obligé de faire face à un manque de moyens qui empêche de pouvoir accueillir toute personne qui souhaite faire des études de droit, ce qui est un problème. C'est ce qu'on appelle les capacités limitées. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est que je voudrais pas qu'en sortant de cette conférence, vous censuriez démesurément, dans le sens où oui, il y a quand même beaucoup de place. Il n'y a pas non plus des millions et des millions de très bons élèves, et malheureusement, ils ne font pas tous du droit. Donc, ne commencez pas à vous censurer si vous n'avez pas eu d'excellentes moyennes, d'excellentes notes en ce moment. Là, on est quand même dans le haut du panier. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment ce qu'on vous a dit. C'est que faites le test d'auto-évaluation sérieusement pour déjà vous dire, est-ce que vous avez cette sensibilité? Est-ce que vous avez déjà un attrait? Mais si vous avez un attrait, il y a une chose aussi qu'il faut vous dire, c'est que tant que vous n'aurez pas commencé vos études de droit, vous ne saurez pas si vous êtes fait pour le droit ou vous n'êtes pas fait. Donc, pas non plus il faut faire l'expérience. Voilà, il faut faire l'expérience. Pas d'autocensure. Pas d'autocensure. Par contre, il faut avoir conscience que ça demandera beaucoup de travail, et que si concrètement rédiger trois lignes, ça vous paraît être l'enfer, c'est pas le bon. A priori, ça va pas être le bon chemin. Mais après, moi, toutes les années, j'ai des exemples d'étudiants qui avaient mention très bien et qui s'effondrent en première année, et inversement, des étudiants à moyen plus, 12-13, qui sont comme un poisson dans l'eau à l'université et qui ont tout de suite des notes satisfaisantes, voire plus. Donc, l'avantage du droit, c'est que vous ne savez pas si vous êtes fait pour ça, et vous pouvez vous révéler. Vous avez plein d'étudiants qui ne sont pas scolaires, qui vont se révéler à l'université, qui correspond à leur fonction, et d'ailleurs, leur fonctionnement. Céline va aller dans ce sens. Annick m'a demandé de me révéler. Donc moi, j'étais une étudiante moyenne au lycée. Et là, j'ai vraiment eu, alors pardonnez-moi, mais ça paraît peut-être un peu, mais j'ai vraiment eu ma révélation lors du premier cours de la première année. C'était un cours de droit civil. L'enseignant m'a alors absolument passionnée, et je me suis dit, mais je vais faire ça, et je vais faire ça tout le reste de ma vie. Et à partir de là, mes résultats ont été mes crescendo. J'ai fini ma première année, je crois, avec 12 et quelques de moyenne. La deuxième année, je crois que je suis passée à 14 et quelques de moyenne. Donc vraiment, j'ai eu un effet, le droit me plaît. Et je vous souhaite véritablement de connaître, moi, ce que j'ai pu connaître, c'est ce que j'ai appelé, et je crois que je ne suis pas propriétaire de ce terme, bref, mais la passion du droit. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions pour... Ouais, moi, je ne sais pas si ça me oui. On vous écoute. La voix porte. Attentivement. Okay. Donc, ma question, elle est vraiment assez simple. C'est au niveau des spécialités. Donc, je sais que il y a des combos qui vont plus amener vers le droit, comme par exemple SES et AGGSP. Mais donc, est-ce que le combo des spécialités, c'est quelque chose qui va être rédhibitoire, ou quelque chose qui va vous encourager à prendre un profil en particulier? Alors, je pense que c'est le cas pour toutes les universités. Comme les lycées ne proposent pas tous les mêmes spécialités et toutes les spécialités, il n'y a pas de combo rédhibitoire.
C'est-à-dire que vous pouvez faire AGGSP maths, pas d'AGGSP du tout. Le tout, c'est d'avoir des bonnes notes dans les matières littéraires que vous avez. Voilà. Et puis d'avoir un profil aussi cohérent, on va dire, sur le plan académique. Alors, la capacité en droit, voilà. Ça, c'est un autre cursus. Pour faire la capacité. Il est en capacité. Alors là, c'est un cursus spécifique. Alors, moi, je dirais que pour être tout à fait sincère, un lycéen qui est titulaire d'un bac professionnel, à mon avis, sauf exception, ne relève pas du tout du profil attendu, sauf exception, je dis à titre... Voilà, mais effectivement, avec la capacité en droit, c'est un moyen de retrouver, qui est très très ancien d'ailleurs, de retrouver la possibilité. Mais c'est vrai que c'est une bonne façon de reprendre le droit. Généralement, le bac professionnel ne fait pas partie des attendus des candidats. Enfin, à ma connaissance, ce n'est pas le profil attendu. Mais la capacité en droit, oui, tout à fait. C'est une façon de reprendre un cursus en droit. D'ailleurs, ça n'est pas facile du tout. La capacité de droit n'est pas du tout facile. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Voilà. Alors, on espère avoir réussi à répondre à tous vos besoins d'information. Vous avez là, un ensemble de documents que vous pouvez photographier. Et nous vous attendons lors des journées portes ouvertes. Alors, les portes ouvertes, hein, les portes ouvertes, vous n'avez pas dit. Alors, les portes ouvertes. Alors, on va terminer avec ça. Et puis, vous souhaitez une très bonne année. Beaucoup de réussite aussi. Alors, juste une chose pour chaque université. Alors, on ne va pas vous donner les dates, mais toutes les universités d'Île-de-France font des portes ouvertes dans les facultés de droit. Allez-y. Voilà. C'est un impératif d'avoir, à titre personnel, moi, je fais mentionner les noms et je regarde après les dossiers et les noms présents aux portes ouvertes. Et deuxièmement, ça vous permet de voir que... la fac à côté de chez vous, elle est sympa ou pas sympa, que vous allez vous plaire tout de suite dans tel environnement et pas du tout dans tel autre. Allez voir. Voilà. Alors donc la porte ouverte, est-ce que vous l'avez en tête ? Pas la date. La date ? Bon, là c'est fait. Et donc pour toi, tu le sais ? Non. Janvier on a un campus à Melun et 8 février pour le centre Assas. Ouais, voilà, on vous remercie infiniment. Et on a tous les mêmes dates, parce que j'ai entendu une réflexion indiquant que vous avez tous les mêmes dates, tout simplement parce qu'on a un calendrier qui ne nous permet pas d'avoir... Je crois que c'est le 8 aussi, mais je suis pas sûre. Alors, en tous les cas, très bon après-midi, très bonne année, très bonne réussite, et merci beaucoup pour votre attention. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.